Bonjour et bienvenue dans ce 14e épisode de PTDRTQ, une émission qui a pour concept de vous présenter la vie de quelqu'un, ses combats et ses occupations. Nous partons du principe que tout le monde, même un parfait inconnu qu'on peut croiser dans la rue, a une histoire intéressante à raconter. On aimerait également donner la parole à des personnes que l'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre en leur tendant le micro dans cette émission. Moi c'est Enzo et je suis accompagné de Chris. Bonjour Chris. Bonjour Enzo et bonjour à tout le monde. Nous sommes toutes les deux étudiantes en sociologie et nous aimons raconter et écouter des histoires. C'est pourquoi nous avons décidé de faire cette émission pour vous faire écouter des récits captivants, touchants, voire même motivants. D'ailleurs, on a des excuses à vous donner pour cette absence de 1 mois due à des problèmes techniques et de planning. Et aujourd'hui, pour ce retour tant attendu, nous recevons Marie. Bonjour Marie. Bonjour à tous. Alors Marie, première question, quand tu te présentes à un inconnu, comment tu te présentes ? Moi c'est Marie ou Malika, c'est mon deuxième prénom. Je demande les pronoms, donc moi c'est il et elle. Et quand on me demande qu'est-ce que je fais dans la vie, je dis que je suis en reconversion dans les études. Du coup, j'étais partie pour être professeur au départ et finalement, je pars dans la direction artistique. Donc voilà, et qu'en ce moment même, j'ai une asso, une asso en ce moment, voilà, basée sur la communauté noire et LGBT. Ok. Voilà. Donc si on t'a contacté aujourd'hui, c'est parce que Enzo t'a rencontré lors d'une soirée de soutien d'un collectif que t'as monté, le collectif Afro-Queer. Est-ce que tu peux nous dire comment cette idée t'est venue de créer l'association ? Alors l'asso, elle s'appelle Colors, avec un Q pour queer et avec un S pour... parce qu'il y a plusieurs couleurs en fait, que ce soit au sein même de notre asso, enfin de notre communauté ou en extérieur, voilà. Et le collectif, du coup, c'est Afro-Queers Toulouse. Pareil, le queers, parce qu'il y a plusieurs manières d'être queers, et voilà. Comment ça m'est venu ? C'est une très grande histoire. J'ai toujours été un petit peu dans ce monde-là LGBT depuis toute petite. La visibilité, je l'avais avec les artistes, etc. Et comme Madonna, Michael Jackson, enfin bref, il y a toujours eu des doutes, voilà. Et puis à partir de 2019, j'ai fait mes premières Pride. J'ai emmené des amis avec moi et du coup j'ai vu que ça faisait du bien d'être dans une journée où on célèbre un peu l'amour de tous et pour tous. Et donc en 2022, j'ai rajouté à mon tour de Pride donc Paris et Toulouse. Et en fait, à Paris, j'ai découvert un char antillais suivi d'un char avec des personnes afrodescendantes. Et en fait, ça a été le coup de foudre, genre en mode genre je peux être représentée comme ça, en mode waouh, c'est juste génial. J'ai pas lâché le cortège littéralement pendant 4 heures. Et du coup le week-end d'après, je partais du coup pour Toulouse et je me rends compte que il y a pas du coup cette représentativité. J'ai cherché, j'ai quand même fait 3 fois le tour du cortège, je n'ai pas trouvé un char afro-queer. Et je me suis dit, autant y aller, c'est une nouvelle aventure pour moi à Toulouse, parce que je viens de La Rochelle, oui, je ne suis pas toulousaine, voilà. C'est un petit défaut, voilà, comme un autre. Et du coup, je m'installe sur Toulouse, donc autant y aller jusqu'au bout. Et l'année suivante, donc en parlant de l'année dernière, je suis arrivée en octobre sur Toulouse. Et je lui dis, il y aura un char. Je ne peux pas savoir comment, mais il y aura un char. Et on est bien lancé. On est bien lancé. Donc voilà. Et le fait qu'il y ait une asso, ce n'était pas prévu. C'est juste les concours de circonstances. C'est-à-dire que j'ai contacté Pride Toulouse. À un moment donné, ils m'ont dit que potentiellement, législativement, il va falloir une asso. Donc j'ai fait appel à un recrutement. Et c'est sur Tinder que j'ai rencontré la personne qui m'a permis du coup d'ouvrir l'asso. On a pu ouvrir l'asso qui s'appelle JA. Et voilà. Donc pour les prémices en tout cas de Colors et d'Afro-Queers. Ok. Du coup, Colors, c'est l'asso. Ouais. Et le collectif Afro-Queer, c'est pour la Pride, du coup, c'est ça ? Pour la Pride, notamment la visibilité. En gros, Colors a 3 pans d'activité. Il va y avoir
tout dans le Caire, évidemment, c'est politiquement choisi. Du coup, il y a un pan donc, dans la diversité, pas la diversité, le divertissement. Donc, ça sera des organisations de soirées, etc. Donc là, on n'a pas encore trouvé de nom, mais ça va se monter. Il y a le pan culturel, donc ça sera tout ce qui est autour d'ateliers, des personnes qui vont monter en fait au sein même, des adhérents qui vont tenir leurs ateliers. Il y aura aussi des cafés littéraires, etc. Enfin, il y a des très belles idées qui sont en train de monter. Podcast aussi est possible. Et le dernier, du coup, le pan politique. Donc, ça amène donc, tout ce qui est visibilité. Là, on est sur une manifestation donc pour la marche des fiertés. Donc, c'est pour ça qu'on a utilisé le mot simple, clair et basique, afro-queer. Je pense que il n'y a pas plus simple. Et Toulouse, parce que du coup, savoir où on est, quoi, ouais. Sur cette planète. Parce qu'il y a plein d'afro et il y a plein de queers voilà, au travers le monde. Voilà. Et du coup, tu as rencontré des difficultés à la création de l'association ? La plus grosse difficulté, je sais pas si c'est une difficulté parce que je vis jamais rien comme une difficulté. Du coup, c'est juste qu'il faut aller chercher voilà, les personnes parce que je suis arrivée sur un terrain que je connaissais pas. Je connaissais pas non plus la politique de la mairie parce que ça peut ça peut être hyper changeant. Je connaissais pas le public, les personnes qui sont, voilà, la population. Je connaissais pas les dynamiques ni quoi que ce soit, donc il a fallu que je réinvente complètement et que je re-sociabilise au maximum. Je suis arrivée en octobre, j'ai commencé à sociabiliser à partir de novembre et j'ai pas arrêté jusqu'à vraiment sociabiliser et commencer à construire un réseau à partir de jusqu'à là en fait. Okay. Donc c'est surtout ça qui est problématique. Ensuite, il faut se mettre en contact avec notre propre communauté, sachant que la plupart d'entre nous, on a ce souci-là d'avoir été les seuls, je sais pas, dans nos écoles, donc on a l'impression, c'est pas commun en fait. Je sais pas comment expliquer ça. On est beaucoup, mais parmi les autres. Et du coup, ce qui fait que pour se retrouver, c'est un peu compliqué. Il faut faire venir les gens, faut trouver les soirées. Là, on a épluché toutes les soirées, genre guéguettes. Voilà, on a fait au maximum la gougnotte pendant les shows drag, voilà, etc. Et on a commencé à rencontrer un petit peu de monde. Ça a commencé aussi la rumeur a s'est propagée. Et du coup, c'est comme ça que ça s'est fait. Mais ouais, c'est vraiment trouver les personnes. Comme la commune est notée, n'est même pas constituée autour de cette question-là à Toulouse, c'est compliqué. C'est vraiment cette histoire-là de se mettre en contact avec les autres personnes. Voilà. Ok, d'accord. Et j'en profite du coup pour indiquer aux personnes qui nous écoutent que toutes les infos sur cet asso et sur le collectif seront mises dans la description du podcast. Donc si jamais vous voulez aider, participer ou quoi, voilà, renseignez-vous dans la description. Comment on passe de ton parcours d'études que tu as expliqué tout à l'heure à la création d'un collectif queer et d'une asso en général, parce que c'est quand même énormément de boulot, comme tu disais. Comment on arrive à gérer les deux ? Je pense qu'il faut être un peu fou et avoir une espèce de niaque dans la vie de tous les jours, une espèce de force mentale et voilà, j'ai une vie un peu compliquée et je puise là-dedans en fait, je puise littéralement là-dedans et je sais où je vais, même si c'est toujours un peu brouillon, mais je sais à peu près où je vais et choisir étape par étape un peu son projet de vie. En fait, là, c'est littéralement, je me voue pour l'instant à cette cause-là. Donc, on met tout en œuvre pour. Donc, on va chercher les contacts, on va chercher comment on s'y prend, parce que là, je pars vraiment de zéro, c'est-à-dire que je ne suis jamais rentrée dans une asso avant ça. Et bon, j'ai fait gros, j'ai le titre maintenant de présidente. Bon, ok. Ok, bon. Un peu famous. Bon, voilà, mais il y a ce truc-là, un peu faut avoir la niaque et avoir un objectif. Là, le but, pour moi, c'est j'ai ce côté-là déjà très fédérateur et leadership. Donc, j'aime, du coup, qu'il y ait de la cohésion entre les personnes. Et je veux tout faire pour que ça arrive, en fait, et que nos vies soient un peu plus
apaiser parce qu'on sait qu'on n'est pas tout seul. Souvent, comme je vous dis, la communauté noire queer, souvent on est parmi les autres et on ne se retrouve pas forcément. En tout cas, sur Toulouse, j'ai pas encore trouvé de lieu où il y a la possibilité de se retrouver, d'échanger, je sais pas moi, des références, voilà, des trucs comme ça. Et c'est ça qui me pousse à faire ce truc-là. Et j'ai vu qu'il y avait ce manque-là un peu partout en France. Hein. C'est pas que à Toulouse, je suis pas en train de brimer, cracher sur la ville parce que je l'adore. Et en très peu de mois. Et voilà, donc c'est vraiment une cause. Et après, il faut tout faire pour que ça arrive. Et surtout, être toujours très positif. Et toujours parler d'abondance, et je l'ai déjà. Du coup, ce qui fait que dans la vie de tous les jours, ça se met en place. Voilà, c'est ce qui est arrivé, ce qui est arrivé là. Voilà. Ça doit quand même te faire de très longues journées. Pour toi, genre, c'est quoi une journée typique lambda au sein de l'asso? Ça se passe comment? Il n'y a pas de... En fait, littéralement, il n'y a pas de... Sachant qu'il n'y a pas de journée type, c'est-à-dire qu'on mange, on vit, on chie, comme je dis toujours, asso. Et il y a ce truc-là un peu un peu sacrifice, entre guillemets, de son propre temps. C'est pour ça que je l'ai fait dans cette période-là où je suis au chômage et que j'ai pas mes études. J'avais besoin d'une année ou de qu'est-ce que je veux faire de ma vie, de faire un bilan. Et finalement, je me suis lancée là-dessus. Et là, je suis à 100%, même 200% là-dessus. Et à partir de septembre, je redescendrai un peu comment on appelle ça, le tempo. Et puis, c'est aussi, je suis partie sur une asso pour l'instant qui n'a pas de ligne politique, qui n'a pas de règlement. Donc, il faut aussi combiner avec des personnes qui sont très différentes. Et voilà, donc c'est vraiment, on avance pas à pas, parce que j'ai vraiment aucune expérience là-dedans et tout. Donc, voilà, on apprend au fur et à mesure, on voit les personnes qui sont investies dans le projet, et après la Pride, on va enfin se poser, avoir plusieurs AG, etc., à l'Assemblée Générale, et commencer à dicter un couloir, en fait, une ligne de qu'est-ce qu'on veut dans l'assaut ou qu'est-ce qu'on veut pas, quoi. Voilà. Okay. J'imagine qu'il faut bien s'entourer du coup pour faire face à ces difficultés. Pour toi, en tout cas, pour ce monde nouveau de l'associatif, il faut bien s'entourer. Comment tu as fait tes rencontres? Pour le choix des personnes, avec J, on a monté une liste, en fait, de personnes, ou en tout cas de postes qui seraient qui nous serait utile par la suite, puisqu'on veut que l'asso elle soit pérenne. Moi, j'ai en plus de ça le projet derrière de monter un projet entrepreneurial par la suite. Donc, il y a vraiment une histoire de pérennité. Donc, on est allé chercher, faire une liste et faire un appel au fur et à mesure. Donc, je sais pas, moi, quelqu'un qui est fan de com, et du coup, il va travailler sur la com. Là, j'ai Do, par exemple, qui était spécialisé là-dedans en tant que graphiste et qui a fait tout le visuel que vous pouvez voir sur le site. D'ailleurs. Okay. Et voilà, donc n'hésite pas à les remercier. Voilà. Et du coup, ouais, c'est vraiment que du bénévolat. Même moi, je suis en bénévolat. Il n'y a personne là, cette première année, c'est vraiment mettre à contribution ses propres compétences au sein même d'une communauté et faire du lien, en fait, tout ça. Et voilà, tu es spécialisé là-dedans, ok, on va te faire bosser là-dessus et on va voir où est-ce que ça t'amène, si tu veux aller plus loin, si tu veux partager tes connaissances, etc. Et le projet avance comme ça. Donc voilà. Et pour la partie de bien s'entourer ou non, nous, on ne se connaît pas. Il n'y a personne qui se connaît presque dans l'asso. Donc, on apprend avec l'engouement aussi des projets. Et c'est une super aventure, quoi. Donc, voilà. Et à l'instant T, vous êtes plus nombreux. Est-ce que, du coup, le groupe s'est vraiment développé au sein de l'asso? Oui, en gros, on a commencé à 2, comme je disais, avec JA. On a bûché sur les prémices d'un, comment on appelle ça, de statut qu'on a déposé le 3 mars. Le 14, c'était plié, donc c'était officialisé. Et le week-end d'après, déjà, on avait déjà une visite avec un partenaire à nous. Et la rencontre avec une quinzaine de personnes déjà. Et puis ça avance, puis on a du monde qui s'est rajouté au fur et à mesure, au fil du temps aussi, avec les publications, notamment au niveau de la cagnotte, quand il y a commencé à y avoir un visage, en fait, sur cet assaut. Parce qu'il y avait, on était très basique au départ. Et puis, le fait de... Et puis, chaque fois qu'il y a une nouvelle publication, il y a toujours des personnes qui viennent se rajouter et voilà, et continuer, en fait. Je pense que vous n'êtes pas seul et c'est hyper important qu'on puisse faire
groupe, quoi, communauté, et c'est super cool parce qu'on a plein de bonnes idées, mais on est complètement isolés, quoi. Donc voilà. Même si avec Chris, on subit pas le racisme, ça nous empêche pas de l'observer et on observe que même au sein de la communauté queer, qui est pourtant une communauté de personnes opprimées, il y a du racisme. Pourquoi du coup pour toi c'est important de créer ce genre de collectif au sein de la communauté queer et est-ce que ça a pas aussi, ça vous a pas fait face à des détracteurs qui au sein de la communauté queer vous ont dit pourquoi vous faites ça, etc. En fait, c'est aussi simple. Quand tu es opprimé, pour moi, tu reproduis malheureusement parce que tu as des biais, parce que tu as été éduqué là-dedans toute en enfance, etc., par tes parents, par la société. Tu es conditionné. Donc, à partir de ce moment-là, même si tu es dans un milieu qui se voue être quand même très bienveillant, amour et bienveillance, comme on entend beaucoup, en fait, tu as quand même tes biais de base. Donc, que tu sois blanc, noir, voilà, t'as toujours des biais. Et au sein même de cette communauté, il y en a. Et on reste quand même sur des schémas de type fétichisation des corps, des danses, de la manière dont on parle, etc. Et les schémas sont exactement les mêmes que dans une autre communauté ou dans la société en général. On reproduit ce que l'opprimeur peut nous faire. Donc ça ne m'étonne pas qu'il y ait ça. En parlant des détracteurs, pour l'instant, j'en ai pas eu, et puis je les écoute pas. Enfin, à un moment donné, tu t'es pas bien dans l'assaut, ou tu ne comprends pas le concept. À la limite, tu prends le temps d'observer comment on évolue, et puis ensuite tu viens nous parler. Mais sinon, entre-temps, j'écoute pas ce genre de trucs. Effectivement, j'en ai entendu parler. Il y a, il y a des détracteurs en mode ah oui, mais en non-mixité, ah oui, mais vous voulez pas des personnes hétéros, ah oui, mais du coup, on se sent la même exclue, etc. Sauf que même si c'est pas dit ouvertement dans la société, il y a un espace, un gap qui est fait par les lois, par le comportement qu'on peut avoir avec l'autre, etc., qui n'est pas inclusif. Donc du coup, en fait, oui, on t'exclut parce qu'on a besoin de se retrouver. Alors je sais que Toulouse n'aime pas du tout le communautarisme, mais parfois ça fait du bien. Ça fait du bien juste, même pour partager des choses qu'on a en commun, et c'est hyper important pour la santé de tous en fait. Je sais pas moi, un zèbre ne va pas se mélanger avec une antilope parce qu'il y a des codes qui ne sont pas les mêmes au niveau des rayures. C'est la même chose en fait pour les êtres humains. Je suis noire et j'ai pas les mêmes prérogatives ou même préoccupations qu'une personne blanche par exemple, ou inversement, voilà. Et c'est important de comprendre ça, et j'entends aussi, j'aimerais croire à l'universalisme, mais c'est compliqué. Dans la réalité des choses, c'est pas possible. Et encore plus quand on se rajoute, ou je sais pas comment on peut dire ça, mais qu'on a en plus des particularités, je sais pas moi, de handicap, ou simplement d'être queer, ou voilà, toutes ces choses-là qui sont vues comme des plus, des soucis qu'on se rajouterait. Voilà. Tout à l'heure, quand tu nous parlais de la Pride à Paris, tu nous as parlé d'un cortège de personnes afrodescendantes. Est-ce que du coup, tu peux juste nous expliquer ce terme ? Afrodescendant, tu peux le prendre comme toutes les personnes qui sont descendantes, qui ont une descendance dans leur famille, etc., d'Afrique. Donc on parle là d'Antillais, de personnes antillaises, de personnes caribéennes, on parle d'Afro-Cubains. En fait, c'est vraiment le noyau dur, entre guillemets, la souche est en Afrique. Et ensuite, il y a toutes les diasporas qui se sont créées au travers le monde. Donc tu vas retrouver des personnes noires en Afrique du Nord, alors que voilà, elles ont été déplacées. Ça peut être du coup dans les Antilles, ça peut être du coup aux États-Unis aussi, donc les Afro-Américains et Afro-Cubains, pareil, et il y en a partout en fait, des personnes noires, et du coup ce sont les fameuses diasporas des descendances d'Africains, on peut dire ça comme ça. Voilà. Oui. Quand on crée ce genre de collectif, bien évidemment qu'il y a une dimension politique, t'en as parlé un peu tout à l'heure. Est-ce que tu saurais nous dire d'où vient, toi, ton engagement politique ? Mon engagement, assez isolé, parce que du coup, un engagement politique, j'en ai pas... il est privé, il est isolé, c'est-à-dire que là, très récemment, j'ai commencé à utiliser mon propre afro comme
comme une arme militante, entre guillemets. Donc, dans une petite ville comme La Rochelle, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des petites mains impromptues dans les cheveux, etc. Donc, expliquer aux autres, voilà, rentrer dans cette pédagogie, en fait, non, ce genre de choses, ça ne se fait pas. Et dans la vie tous les jours, oui, on prend cette charge mentale d'expliquer à l'autre que c'est pas OK ce qu'il vient de dire. Enfin, voilà, ce qu'on appelle le racisme banalisé. Donc, des phrases, putain, tu danses bien, machin, ça, t'as le rythme dans le sang. Peut-être pas en fait, donc c'est juste que peut-être que je réagis à la musique et que ma camarade noire ne sait pas danser et c'est ok aussi, et c'est des petites phrases comme ça qui sont là tous les jours. Ah mais comment t'as fait tes tresses, ou ah mais t'es coiffée, ou t'as mis les doigts dans les prises, enfin bref, il y en a, je peux en citer une centaine, et en fait c'est plus un combat de tous les jours. On est tout le temps, il y a quelque chose, même le regard, même pour trouver un emploi, ou voilà, il y a toujours ce ok, bon, donc voilà, c'est plutôt un combat personnel, et là il est en train de devenir du coup commun, et c'est cool, quoi. Une question qui revient pas mal lorsqu'on parle de regroupement de personnes opprimées, c'est la question de la non-mixité. On en parle notamment dans les luttes féministes et aussi dans les luttes pour des personnes racisées. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est pour toi la non-mixité et ce que ça représente ? Au sein du collectif, la non-mixité, on va l'appliquer pour nos ateliers notamment. C'est le moment où on va se retrouver entre nous, partager, voilà, prendre connaissance de l'autre. Parce que qui dit communauté dit aussi individu. Et on s'est rendu compte très très vite que en fait mon cas, je suis métisse, donc ma mère est blanche et mon père est noir et de Guinée. Et c'est pas le même rapport avec une personne qui est antillaise, par exemple, ou afro-américaine, ou afro-cubaine. Et là, on se retrouve sur un questionnement même de « je connais pas l'autre, en fait, je connais pas en fait ma communauté ». Et c'est hyper important qu'on ait des moments comme ça, du coup, en atelier. Pour tout ce qui est des sorties, du divertissement, etc., on est bien conscient qu'il faut rester... connecté à la réalité en fait, et du coup être en mixité peut-être choisie, mais être en mixité simplement pour être visible, pour discuter, et du coup cette charge mentale qu'on a d'expliquer les choses ou autre, on l'a fait maintenant à plusieurs, puisque nous sommes un collectif, donc on l'a fait à plusieurs, et c'est là qu'intervient et qui est le travail avec la mixité choisie ou pas, mixité tout court, devient intéressante pour nous. Et du coup, pour le cortège du coup de la Pride, il sera en non-mixité ? Il sera en mixité choisie, c'est-à-dire qu'autour du char, on a la non-mixité, mais tout le cortège, on peut pas le contrôler, ce qui est totalement aberrant en plus, parce que c'est quand même un jour où on célèbre vraiment toutes les diversités, donc là, de faire en plus de ça un cortège noir, etc., c'est juste impossible. C'est juste impossible, et le but même de ce cortège-là, il est de visibiliser. Donc, bien sûr qu'on a des alliés blancs, bien sûr qu'on a des alliés asiatiques ou autres, etc. Et bien, c'est de faire corps derrière ce regroupement, en fait. Mais effectivement, l'organisation en elle-même, tout ce qui est prise de décision au sein même du collectif, se fait en non-mixité. Et c'est pour nous protéger. Je pense qu'on est déjà assez blessés par la vie comme ça. Je pense que c'est bien, et on avait besoin, en l'espace de à peine un mois, on réunit 15 personnes dans une même pièce, en mode on se connaît ni Adam ni Dave, et donc ça veut dire qu'il y a vraiment un vrai besoin quoi, de cette non-mixité à des moments clés, comme ces fameux ateliers par la suite, ou pique-nique, ou voilà. Est-ce que tu as des références ou des inspirations dans l'antiracisme ? Pas forcément l'antiracisme, c'est plutôt des parcours de vie, comme vous êtes en train de faire un petit peu. C'est vraiment ça, ce genre de choses que je vais chercher. Évidemment, je ne suis pas encore éduquée de fou sur la question noire, donc c'est notamment des ateliers qui vont être mis en place pour qu'on ait tous à peu près la même culture sur cette question noire. Mais le monde queer, j'y ai eu accès, et du coup c'est dans ce milieu-là que j'ai commencé à récupérer un petit peu mes références. Le parcours de vie, par exemple, de Michael Jackson,
qu'on veuille ou non, il y a quand même un parcours de vie qui est quand même hyper intéressant et où il a poussé au maximum son art. Cette personne-là, cette artiste-là, pareil, Madonna, les grosses images comme ça, Lady Gaga, si on peut aller sur le plus présent, Nicki Minaj, on part sur des entités, en fait, je sais pas comment expliquer ça, mais des personnes iconiques, hein. Voilà, on va mettre le mot. Et des personnes qui ont un parcours de vie et qui savent où elles vont, et voilà, c'est ça que j'ai repéré et qui fait référence à mon propre parcours. Et puis ensuite, je suis allée chercher notamment, pas des références, mais une façon de voir les choses avec l'autre, notamment dans les chroniques de San Francisco. Une reprise qui a eu une deuxième saison qui a été refaite sur comment ça s'appelle, sur Netflix. Voilà. Magnifique série d'ailleurs. Ouais. Ouais, j'ai pas vu la première version, mais j'ai vu la deuxième avec donc en 2019 et vraiment c'est une matriarche qui a littéralement un propriétaire qui accueille du monde dans son, et en fait c'est mon idéal de vie et en fait je construis tout pour que ça arrive, ce genre de choses à Toulouse ou pas, mais voilà. En tout cas, voilà, c'est vraiment des parcours de vie que je vais chercher plutôt que moi j'ai fait telle ou telle action, etc. Voilà. Je m'en inspire aussi, je dis pas le contraire, ça inspire, mais le parcours de vie, c'est quelque chose que tu imprègnes plus en toi et c'est ça que je viens voir, où est-ce que ça t'amène, où est-ce que tu viens puiser en fait ton énergie pour le mettre au service de l'autre, en fait, tout simplement. Et c'est plus comme ça que je le vois que aller chercher du coup des références politiques, etc., qui sont très intéressantes aussi, hein, mais du coup c'est pas ce qui fonde en fait tout un truc qui peut être périn et au service de l'autre, tout simplement. Okay. En tout cas, c'est ma vision des choses. Qu'est-ce que tu aimerais dire à une personne qui, par exemple, hésite tout simplement à se lancer dans la lutte? Qu'est-ce que tu aimerais lui dire pour l'inspirer à se lancer dans, par exemple, rejoindre ton asso, cette personne est concernée ou quoi? À rejoindre mon asso ou peut-être même créer la sienne, parce que j'ai vu qu'il y avait aussi d'autres besoins avec d'autres communautés et on peut pas accueillir tout le monde, du coup toutes les personnes racisées, en tout cas, ça serait pas cohérent, en tout cas pour la première ou deuxième année. La seule chose que je peux dire, c'est déjà de croire en soi, même si je le fais pas tous les jours, mais l'idée est là. Et puis vraiment vraiment faire confiance à une espèce d'univers, je sais pas comment expliquer ça, mais si tu veux vraiment quelque chose, ça se produit. Et par contre, donne-toi-en les moyens. Par contre, les choses vont pas te tomber dans le bec tout cru. Il faut aller chercher les bonnes personnes, même des personnes qui, là je prends mon exemple, mais pour faire mon réseautage, la seule communauté queer que j'ai rencontrée sur Toulouse, les personnes sont blanches, mais elles m'ont donné tellement de force et d'encouragement que en fait c'est à apprendre. En fait, les alliés sont hyper importants dans ce genre de cause. Et voilà. Et autres conseils, crois en toi, mais crois aussi aux autres qui vont t'entourer et essaie de leur faire confiance. Je sais que c'est moi-même dans mon cas un peu compliqué, mais fais-leur confiance aussi, ils ont des choses aussi à t'apporter et voilà. On arrive donc à la dernière question de PTDR Techie, une question récurrente. Je ne sais pas si tu as écouté les épisodes, mais comme on te connaît un peu mieux maintenant, si on te pose la question, mais PTDR Techie, tu réponds quoi? On va l'assumer, hein. Je suis présidente du coup de l'association Colors et du coup du collectif Afroqueers qui compte maintenant à peu près une quarantaine de personnes en son sein et on se prépare pour la Pride tranquillement du coup le 10 juin prochain. Merci Marie d'avoir répondu à nos questions et d'avoir raconté ton histoire. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast avec des informations supplémentaires pour approfondir le sujet et sur le site de Campus FM ainsi que sur toutes les plateformes de streaming sur lesquelles vous pouvez toujours nous donner que des super notes. Retrouvez aussi PTDR Techie sur Instagram, @PTDR Techie tout attaché. On va vous partager les dernières informations liées à l'émission. Et si tu souhaites que ton histoire soit racontée dans PTDR Techie, n'hésite pas à nous en parler directement sur Instagram. Et on vous souhaite une très bonne journée,
sur les ondes de Campus FM. Et à très bientôt pour une nouvelle émission. À bientôt et merci Marie. À bientôt tout le monde et merci Marie. Merci.